Cette idée d'obscurité, c'est vrai qu'elle est aussi, elle est aussi liée à un moment politique. C'est pas seulement la couleur du noir, c'est aussi, je pense qu'on est dans une période obscure, et le rôle de l'artiste, c'est peut-être justement comment éclaircir cette obscurité. Et donc quand je dis face à l'obscurité, c'est en même temps la subir, et c'est en même temps comment la métamorphoser en lumière. Certaines œuvres jouent réellement avec la lumière, c'est-à-dire que les œuvres en verre, évidemment, prennent la lumière, la diffractent, la transforment, écrasent la couleur sur le sol. Il y a un rapport très sensuel à la lumière à travers mes œuvres, ou même dans des œuvres comme celle de la vague. Il faut savoir que chaque brique, dans les 10 000 briques qui ont été utilisées, elles ont toutes été miroitées. Donc ce sont des petits miroirs qui prennent la lumière et la renvoient. Donc cette idée que l'œuvre doit renvoyer quelque chose de très oui, optimiste, est important dans mon travail. Cette idée d'arrêter le temps, j'ai l'impression qu'à travers une œuvre d'art, c'est un peu ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on arrête le temps. Et ce qui est très, très émouvant dans cette vague, c'est que j'ai appris que la vague, c'est aussi un modèle qui a été étudié pour mettre en place la théorie des catastrophes. On peut prédire la vague, sa naissance, comment elle monte en puissance, à quelle hauteur elle gonfle, comment elle grandit, mais on peut jamais prédire le moment où elle va se briser. Donc cette idée du temps suspendu, c'est vrai que figer une vague, c'est aussi s'arrêter juste avant la catastrophe. C'est un discours assez optimiste en soi, se dire que voilà, les œuvres d'art vont nous permettre de peut-être faire un arrêt sur l'image. Et c'est ce qu'on retrouve dans la première performance que j'ai photographiée, où je suis arrêté comme ça devant ce mur de glace que j'essaye d'escalader, et qui est voilà une sorte de barrage. On ne sait pas ce qui va se passer après, on ne sait pas dans quoi je vais tomber. Et je crois que la vague, elle a ça aussi, elle a ce côté suspendu, c'est un temps suspendu. Et même dans l'utilisation de matériaux aussi vieux que le verre d'obsidienne, qui est un matériau ancestral, qui est le plus vieux verre au monde, le fait de le faire revivre, d'en faire une sculpture aujourd'hui, c'est aussi arrêter le temps. C'est vraiment l'idée de la météorite, quoi. La météorite qui tombe et le temps s'arrête. Donc c'est vrai, cette idée du temps suspendu, elle est très importante dans cette exposition. La brique, c'est le module le plus vieux au monde. C'est celui de la tour de Babel, mais c'est aussi celui de toutes les cultures qu'on peut retrouver dans le monde, aussi bien en Asie, en Afrique, dans le nord de l'Europe, aux États-Unis. La brique, c'est quelque chose sur lequel beaucoup de civilisations se sont construites. Donc le paradoxe dans la brique que moi j'ai créée, c'est que c'est une brique fragile, elle est en verre, elle n'est pas structurelle, et donc quand je lance des architectures comme celle de la vague, c'est vraiment des utopies d'architecture, et c'est surtout des architectures qui sont en fin de compte habillées de ces briques de verre. Donc il faut imaginer que derrière la vague, il existe une autre vague qui est toute en métal, faite de nids d'abeilles dans lesquels viennent se lever toutes ces briques. Et ces briques ne sont pas du tout structurantes, ce qui est l'opposé d'une brique. C'est une brique qui mettrait en avant sa fragilité, et c'est ce que j'aime aussi dans mes œuvres, c'est que elles parlent aussi de fragilité. C'est-à-dire que même si elles sont monumentales, même si mon désir est d'aller vers quelque chose de monumental, d'aller vers l'architecture, de travailler avec des architectes, de faire des projets avec des architectes, c'est là où je veux aller, mais c'est aussi construire des architectures dans lesquelles on pourrait rentrer. Donc la vague, c'est aussi, quand on la voit, c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, une grotte, mais ça peut être aussi un lieu, une agora, un endroit où on pourrait se retrouver, on pourrait parler. Donc cette idée d'architecture utopique, une architecture de verre, c'est vraiment la prochaine étape de mon travail. Cette grande vague, c'est une œuvre évolutive qui va
gonfler, grandir d'exposition en exposition. Et là, à Saint-Étienne, elle est dans toute sa majesté, et donc elle embrasse la grande salle centrale. Et comme c'est une exposition très proche de ce sentiment très proche de ce sentiment de se dire comment le musée a interféré, comment cette histoire avec ma ville a fait que je devienne artiste, j'ai voulu montrer d'autres œuvres qui sont en lien avec ce thème-là. Donc il y a toute une série d'autoportraits en obsidienne qui sont de verre noir, qui vont être face à la vague et qui sont des œuvres plus telluriques, qui sont comme des sortes de météorites tombés comme ça dans la salle. Et ce rapport au minerai, à cette chose qui vient de la terre, cette chose qui sort des mines, en l'occurrence là qui viennent d'Arménie, qui sont des mines donc assez loin de la France, mais ce rapport au minerai, je pense, a tout un sens dans Saint-Étienne, puisque c'était vraiment moi quand j'étais enfant à l'époque, à Saint-Étienne, j'étais à l'école avec des enfants de mineurs, les mines étaient encore en activité, donc il y avait un rapport, je dirais, au charbon, à cette pierre noire qui existait encore, et qui existait dans la ville aussi, puisque la ville était encore noire, les façades étaient noires, donc cette couleur noire est quand même très présente dans l'imaginaire que j'ai gardé de ma ville. Donc j'ai voulu qu'il y ait un face-à-face entre cette grande vague noire et ces minerais, ces blocs d'obsidienne taillés en face. Et suite à ça, j'ai voulu aussi mettre deux autres projets qui sont liés directement à la ville de Saint-Étienne. Un qui est la première œuvre que j'ai faite, qui est un autoportrait que j'ai fait très proche de Saint-Étienne quand je suis revenu lors d'un des voyages où je suis revenu voir mes parents à Saint-Étienne. J'ai profité de ce voyage pour faire une photographie au barrage de Côte-à-Tête, qui est vraiment à côté de Saint-Étienne, où je suis face à un mur d'eau gelée, qui est le barrage donc qui avait vomi cette eau, et qui cette eau dans les vomissoirs était gelée. Donc j'essayais d'escalader ce mur, cette paroi, et c'est un sentiment, donc c'est le sentiment d'être face à un mur qui vous bloque, comment arriver à le dépasser. On l'a aussi dans la vague. Donc j'avais envie de montrer que ce premier travail, qui était un travail très intime, puisque la première œuvre elle fait 6 cm par 4, et que la dernière elle fait 15 mètres de long sur 6 mètres de haut, qu'elle pèse 25 tonnes. Donc c'était aussi le parcours d'un artiste, comment au départ j'ai commencé par quelque chose de très intime, de très secret, pour arriver à quelque chose de beaucoup plus spectaculaire et peut-être plus libre. J'ai commencé à être intrigué par ce monde artistique quand j'étais enfant, en allant d'abord suivre les conférences qui étaient données pour les enfants au musée de Saint-Étienne à la fin des années 60, début des années 70. Vraiment vers 6-7 ans, je suis allé suivre ces conférences. Donc très tôt, je me suis intéressé à ça parce que c'est vraiment le musée qui m'a donné envie d'aller dans ce monde que je connaissais pas, parce qu'il faut imaginer qu'à l'époque Saint-Étienne était une ville très grise et où il se passait pas grand chose, et le musée est apparu comme un espace de liberté où il se passait des choses bizarres. On voyait des jeunes artistes de 20 ans faire des installations. Enfin, c'était vraiment un endroit assez exceptionnel en ce début des années 70, et très différent de ce qui se passait ailleurs en France. Donc j'ai eu la chance de voir beaucoup d'artistes installer leurs expositions, enfin voilà, avec des artistes comme Robert Morris, Tony Cragg, voilà. Et ça m'a donné donc ce goût pour un monde différent, qui serait un monde de liberté, celui des arts. Et donc après, j'ai suivi, je dirais, les cours du soir des Beaux-Arts. Après j'ai fait un parcours presque classique, puisque j'ai commencé à faire un bac donc art plastique. Et après, je suis rentré aux Beaux-Arts de Cergy-Pontoise, où là, pendant 5 ans, j'ai commencé une pratique artistique. Et très tôt, j'ai pu exposer, puisque je suis sorti des Beaux-Arts à 24 ans, et
j'exposais déjà au musée d'art moderne de la ville de Paris et je rentrais dans une galerie suite à ce concours des Beaux-Arts.